Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Petite flèche volant à ras de l'eau des rivières ou des étangs, le martin pêcheur émerveille petits et grands de par son original plumage bleu et roux. Timide et méfiant, le petit oiseau est cependant difficile à observer pour celui qui ne saurait pas bien se dissimuler. Il est en revanche assez bruyant, il vous suffira donc de tendre l'oreille pour pouvoir détecter sa présence. Hyperactif et plongeur habile, le martin pêcheur peut attraper jusqu'à 80 poissons par jour pour nourrir sa progéniture qu'il élève dans une loge creusée dans la berge. Considérée comme vulnérable, l'espèce bénéficie d'une protection totale sur notre territoire, ce qui ne l'empêche pas de pâtir de la dégradation de la qualité des eaux, de la disparition des petites zones humides ou encore de l'artificialisation des berges. L'espèce aurait ainsi perdu 50% de ses effectifs en 20 ans, dont 34% ces 10 dernières années. Pour en savoir plus sur cet oiseau aux couleurs flamboyantes et qui invite au rêve, nous accueillons par téléphone Julien Arbé, photographe et éducateur à l'environnement, habitué à l'observer depuis son affût flottant. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, pouvez-vous nous décrire physiquement le martin pêcheur, ce petit oiseau si rapide et difficile à observer? C'est un petit oiseau qui est assez trapu, qui est costaud, il a un gros bec massif qu'il va utiliser comme un poignard, un cou assez massif et des toutes petites pattes. Alors il est assez joli, il a le plastron, le ventre un petit peu orange et le dos bleu turquoise. Donc ça va changer en fonction de la lumière. Le bleu, il va être plus bleu-vert ou plus bleu sombre. Voilà, ça va changer en fonction de la lumière. C'est un oiseau qui est vraiment super coloré, avec un gros bec massif, comme vous disiez dans l'introduction, qu'on entend beaucoup plus souvent qu'on ne le voit. Julien, le martin pêcheur a des ailes tout à fait particulières qui vont lui permettre de voler très très vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il vole? Il vole le plus souvent au ras de l'eau, ou à 1 mètre, 1,50 m du niveau de l'eau. Un battement d'aile très très rapide. En fait, il a un corps robuste et donc il faut des mouvements puissants pour emmener ce corps. Donc des coups d'aile rapides, francs et un vol rectiligne. C'est pas du tout un vol ondulé comme on en avait déjà parlé pour les pics ou d'autres oiseaux. Lui, il a un vol vraiment. C'est pour ça qu'on l'appelle la flèche bleue. Il survole l'eau tout droit. De temps en temps, il fait des vols en surplace, comme peut le faire le faucon cresserelle. Il fait ça, le martin pêcheur, pour repérer des proies. Donc il peut voler en surplace. Donc il bat rapidement des ailes, mais le corps, la tête bouge pas. Il scrute l'eau. Enfin, il regarde s'il n'y a pas des poissons sous l'eau. Et il fait ça à 2 mètres de haut, à peu près au-dessus du niveau de l'eau. Donc voilà, soit il vole très très vite au ras de l'eau, soit il vole en surplace, en changeant de place de temps en temps pour faire du repérage. Est-ce qu'il va s'adapter facilement à tout type d'écosystème ou il va au contraire avoir besoin de conditions particulières pour vivre? En fait, on va le trouver autant sur des milieux humides naturels qu'artificiels. Il peut très bien aller visiter une mare qu'on a creusée au fond du jardin, il peut se trouver près d'un barrage hydraulique, toutes sortes de sites qui ont été un peu bétonnés. Ça, c'est ce dont il a besoin pour chasser. Par contre, il a besoin de nicher aussi parce qu'il faut qu'il se reproduise. Et pour nicher, il a besoin de berges, d'étangs, de rivières, de lacs, un petit peu argileuses ou sablonneuses parce qu'il va creuser un terrier dans ses berges avec son bec et ses pattes. Il creuse un terrier qui fait 1 mètre de long à peu près. Et pour ça, il lui faut un sol meuble. Donc c'est vrai que s'il est sur un canal où les bords sont des grands murs de béton, il pourra pas nicher ici. Alors il peut aller nicher à l'intérieur des terres et revenir chasser près de l'eau. Mais l'idéal, c'est vraiment un sol meuble sur les bords de l'eau assez riche en poissons, et puis surtout beaucoup d'arbres partout autour du cours d'eau ou du plan d'eau, qu'il va utiliser comme perchoir, comme site de parade amoureuse, il va utiliser aussi ses perchoirs pour assommer ses proies, parce qu'il les assomme avant de les avaler. Vous parlez de perchoir, ça tombe bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa technique de pêche qu'il va pratiquer la plupart du temps à l'affût? Il est patient, le martin pêcheur. Il se pose à l'affût sur un roseau, sur une barque, sur un poteau qui sort de l'étang, sur un saule, sur un rocher qui dépasse de l'eau, peu importe. Il est immobile et il observe. Alors il est perché en général pas très très haut, on va dire de 1 mètre à 4-5 mètres de haut le plus souvent. Et puis il observe, il est immobile et il observe les petits poissons qui vont passer sous la surface de l'eau. Il attrape des petits poissons, des poissons qui font moins de 10 cm, quoi. Je crois que c'est 12 cm les plus gros poissons qu'il attrape.
quand il voit un petit poisson qui arrive à la surface de l'eau, il va plonger, la tête la première, toc. Et alors c'est un très très bon chasseur. Le plus souvent, il arrive à attraper ses proies. Il ressort de l'eau avec son poisson dans le bec, qu'il assomme sur son perchoir avant de l'avaler, la tête la première. Il est capable de nager ? Ouais, il nage pas vraiment. En fait, il utilise ses ailes pour remonter à la surface de l'eau. Mais il n'est pas capable de nager comme peuvent le faire d'autres oiseaux sous l'eau. Non, lui, il plonge. Et puis il cède en donnant 2-3 coups d'aile pour remonter à la surface, mais il plonge jamais très profondément. Ses proies, il les attrape dans les 50 cm sous la surface. Et est-ce qu'il peut voir sous l'eau ou tout est repéré depuis la surface ? Alors il repère depuis la surface. Sous l'eau, il peut voir parce qu'il a il y a pas mal d'oiseaux comme ça et des reptiles, une paupière nictitante. On appelle ça. Alors c'est une espèce de troisième paupière qui est translucide, qui se ferme pas de haut en bas mais latéralement, et qui va pouvoir fermer pour voir sous l'eau en protégeant ses yeux, en fait. C'est une membrane transparente qui sert juste à protéger son œil et qui peut lui servir aussi, je crois, chez pas mal d'oiseaux, alors je sais pas si c'est le cas pour lui, qui peut lui servir de filtre polarisant aussi, pour éviter les reflets. Les petites proies sont avalées tête la première et il va assommer les plus grosses, c'est ça Julien ? Ouais, même les petites, et il avale toujours la tête la première pour que la déglutition soit plus facile, quoi, pour pas que les écailles empêchent le poisson de descendre dans son ventre. De temps en temps, il tient un poisson, non pas la tête la première, mais la queue la première. Alors quand on voit tenir un poisson comme ça, il faut être prêt, c'est que c'est un mâle qui va faire une offrande à la femelle. Voilà, alors ça c'est à la période des amours, c'est sa période de reproduction. Voilà, qui dure de mars à juillet, août à peu près. Donc là, le mâle, il va proposer à la femelle des offrandes, des petits poissons. La femelle, si elle les accepte, ensuite le mâle, il va l'emmener voir différents terriers qu'il a creusés dans la berge. Et c'est la femelle qui va décider si elle est prête ou pas à s'installer avec monsieur. Et alors, il digère pas forcément tout ce qu'il mange, ce petit martin pêcheur. Il va recracher les morceaux indigestes. Voilà. Il fait, comme pas mal d'oiseaux, des pelotes de réjection. Dans les proies qu'il va avaler, il va y avoir des écailles, il va y avoir des arêtes, il va y avoir par exemple pour des grenouilles des os de grenouilles ou de la kératine pour des gros insectes. Tout ça, il va avoir du mal à le digérer, ça va s'agglutiner dans son corps, il va le recracher sous forme d'une petite pelote de réjection. Alors chez le martin pêcheur, c'est assez petit, ça fait 1 ou 2 cm de long, c'est blanc-gris, et dès que ça tombe dans l'eau, ça s'effrite. C'est très friable en fait, il y a plein d'arêtes. On peut l'observer à faire des pelotes. Moi, je l'ai observé une fois, j'ai même des photos et je le voyais bailler. En général, un oiseau qui fait des pelotes, quand il baille, c'est qu'il va en faire une. Donc, j'étais prêt. Il a fait sa petite pelote juste devant moi, mais j'ai pas pu la récupérer parce que c'est ça se délite vraiment quand c'est au contact de l'eau, quoi. Il a ses habitudes, Julien? C'est toujours le même circuit, toujours les mêmes perchoirs? Pas toujours systématiquement les mêmes, mais il a quand même ses perchoirs favoris. Moi, si je l'observe sur un perchoir un beau matin à l'affût des poissons, je sais que les jours suivants, si j'insiste un petit peu, je le verrai revenir sur ce perchoir. Ça, c'est à peu près sûr. Alors, il peut revenir au bout d'1 heure ou au bout de 5 heures ou des fois au bout de 10 minutes. Mais c'est vrai qu'il a ses perchoirs favoris. Puis après, en fonction de la météo, de si de l'eau a gelé ou pas, ou si l'eau est turbide ou claire, ben il peut changer de secteur, quoi. Mais c'est vrai qu'il a ses petites habitudes. Il aime beaucoup les branches qui sont à 1 mètre, 1,50 m du niveau de l'eau, comme les branches de noisetier, de saule, ou les arbres cassés ou déracinés qui sont tombés au-dessus des étangs. Ça, il aime bien. On l'a bien compris, Julien, le martin pêcheur est souvent en contact avec l'eau. Est-ce qu'il doit entretenir son plumage d'une façon particulière? Il est souvent en train de faire sa toilette. C'est assez beau à le voir faire sa toilette, plume par plume, c'est très méticuleux, sa toilette elle prend un certain temps, ça prend une séance de toilettage peut vite prendre 1/4 d'heure chez le martin pêcheur. Et alors après, je sais pas s'il imperméabilise son plumage, mais la plupart des oiseaux qui chassent à l'intérieur de l'eau, ils ont une petite glande vers le croupion qui va sécréter une espèce d'huile, et cette huile-là, ils vont la chercher avec leur bec et l'étaler sur leur plumage pour faire perler l'eau pour que le plumage soit rendu imperméable. Alors, il y a de grandes chances que le martin pêcheur, il ait aussi cette petite glande qui fabrique de l'huile, qui lui permet de ne pas prendre l'eau, quoi. On le disait en introduction, le martin pêcheur communique par des chants ou bien des cris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte on peut l'entendre ? Oh, c'est un peu pour un oui ou pour un non. Le martin pêcheur, il crie pendant les parades amoureuses.
Les mâles vont se poursuivre à grands coups de cri. Le mâle qui appelle la femelle va crier. Les jeunes qui attendent la nourriture quand ils ont quitté le terrier vont se mettre dans les branchages aux alentours et ils vont crier, ils vont appeler. Ils crient souvent. Et souvent, quand ils crient, c'est qu'ils sont en contact les uns les autres. C'est souvent des courses-poursuites. On entend un cri très fin au-dessus de l'eau, on guette et on en voit souvent deux qui passent. C'est un oiseau qui est territorial, le martin pêcheur. Donc soit c'est un mâle qui fait fuir un autre mâle, soit c'est une parade amoureuse entre le mâle et la femelle. C'est un oiseau qui peut vivre jusqu'à 15 ans. Est-ce qu'il a beaucoup de prédateurs ? Moi, j'ai jamais observé de prédation sur le martin pêcheur. J'imagine qu'il a des prédateurs parce qu'il y a des rapaces qui sont spécialisés dans les oiseaux. Je pense à un rapace que je vois pas mal le long des étangs. En Saône-et-Loire, par exemple, c'est l'épervier qui va chasser des oiseaux et qui se met aussi à l'affût, mais sur les branches hautes des arbres. Donc, j'imagine que l'épervier peut en croquer. Les dangers pour lui, ça va être creuser un terrier dans une berge qui est pas stabilisée ou qui est trop sablonneuse et qui va s'effondrer ou qui va partir à la première crue. Les inondations pendant la période de reproduction noient les petits dans les nids. Le surendiguement des cours d'eau, les pollutions aquatiques, des choses comme ça. Mais au niveau de la prédation, on estime à peu près aux 3/4 des martins pêcheurs qui passent pas l'hiver. Parce qu'il aime pas du tout le froid, il aime pas la glace. Il est beaucoup en mouvement, donc il a besoin de manger tout le temps. C'est un peu comme l'hermine dont on avait déjà parlé dans une autre émission. Et quand les plans d'eau gèlent, il va trouver moins facilement à manger et il va s'épuiser et il meurt de froid. Donc le grand risque de mort naturelle, c'est plus le froid l'hiver plutôt que les prédateurs, à mon avis. Julien Arbet, on parlait tout à l'heure de cette période de reproduction qui s'effectue de mars à juillet. Le martin peut faire plusieurs nichés, il me semble, parfois jusqu'à même 3 nichés. Oui. C'est en lien avec ce que je viens de vous dire, en fait. C'est un oiseau qui a du mal à passer l'hiver, alors sa parade, ça va être de se reproduire le maximum de fois dans la belle saison. En gros, il fait 6 œufs à chaque couvée, donc ça fait. Il peut faire une quinzaine de petits dans l'été, quoi, si tout va bien. Mais sur ces 15 petits-là, il y en a très peu qui vont réussir à passer l'hiver. Donc c'est sa stratégie de reproduction à lui, c'est se reproduire le plus souvent possible. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le martin pêcheur, qui fait des petits, donc ces petits, il les nourrit à l'intérieur du terrier, puis ensuite les petits vont sortir du terrier, ils vont quémander leur nourriture en dehors du terrier. Et quand les petits sont encore dépendants des parents, il peut y avoir eu à nouveau des accouplements entre le mâle et la femelle qui est retournée pondre dans son terrier pendant que les petits de la portée précédente sont pas encore émancipés. Et là, du coup, c'est le mâle qui s'occupe des petits et la femelle qui couve. Ben voilà, ils sont super actifs. C'est vraiment des oiseaux super actifs, quoi. C'est comme une hermine un peu qui est sur terre. Eux, ils sont près de l'eau, c'est des petites boules de nerfs, quoi. Et les petits de l'année, eux, ils vont se disperser assez rapidement après la sortie du terrier, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ils vont continuer à se faire nourrir, donc souvent par le mâle, de temps en temps par les 2 adultes. Et puis déjà au bout de quelques semaines, ils sont partis. Au bout d'1 mois, je crois, le jeune martin pêcheur, entre le moment où il sort de l'œuf et le moment où il s'émancipe, il se passe 1 mois. Donc vous voyez, c'est super rapide. Ils grossissent vite parce qu'un martin pêcheur, j'avais lu ça, il mange son propre poids en poisson chaque jour, les petits. Et puis petit cavernicole, donc j'allais dire comme d'habitude, parce qu'on en parle souvent dans cette émission, mais ils naissent aveugles et tout nus. Ouais, nus et aveugles au fond du terrier. Et là, ils ont vraiment besoin de la mer pour leur tenir chaud. Et puis, ils vont les nourrir avec des tout petits poissons, des petits alevins, ceux qu'on voit près des bords de lac quand on se balade. Ces tout petits poissons tout fins, ils vont commencer à être nourris avec ces petits alevins-là, mais au fur et à mesure qu'ils vont grossir, ils vont manger des poissons un peu plus grands, même des grenouilles ou des gros insectes aquatiques. Il y a des papas qui se désintéressent un peu de leur progéniture, c'est pas le cas du martin pêcheur. Non, le martin pêcheur, il est nidicole. En fait, il y a des oiseaux qu'on dit nidifuges et des oiseaux qu'on dit nidicoles. Les oiseaux nidicoles, ils se font nourrir au terrier, au nid en tout cas, au terrier pour le martin pêcheur. Les oiseaux nidifuges, ils quittent le nid très très vite et ils se font nourrir en dehors du nid. Le martin pêcheur, c'est l'inverse. Il reste pas mal de temps dans le terrier et ensuite quelques jours à l'extérieur, puis il prend son émancipation. On a dit tout à l'heure, Julien, que le martin pêcheur est très très sensible au froid, à l'hiver. Est-ce que ça veut dire qu'il peut changer d'endroit pour passer l'hiver ? Il le fait souvent. Ça dépend dans la région dans laquelle on se situe.
Dans le Haut-Jura, par exemple, les plans d'eau où on va le trouver à 1000-1200 mètres d'altitude en plein été, il pourra s'y reproduire, il pourra chasser l'été, mais l'hiver, on le trouve pas là, parce que la plupart du temps, les plans d'eau sont sous la glace. Donc là, il va migrer. Je suis pas sûr qu'il fasse des grandes migrations, hein. C'est un oiseau qui est capable de faire des grandes migrations dans les endroits très continentaux. Je pense que ceux qui habitent par exemple le Haut-Jura, ils vont avoir tendance à redescendre dans le Pays des Lacs ou sur le Revermont dans le Bas-Jura ou en Bresse pour aller chercher à manger, mais je pense pas qu'ils aillent beaucoup plus loin. Ça va dépendre des températures. S'il fait pas trop froid, il ne migrera pas. S'il fait froid, il a pas de choix. C'est soit la disette, soit il doit bouger pour trouver à manger. Donc là, il va migrer. C'est un oiseau qui est attaché à un territoire particulier. Il revient tous les ans. Je ne sais pas si les mêmes martins-pêcheurs reviennent au même endroit, parce que c'est souvent des questions que je me pose, moi, quand je fais des photos. Est-ce que c'est les mêmes individus que je vois cette année que j'avais vu l'année dernière? Et à part faire du marquage, c'est mettre une bague à la patte ou décolorer certaines plumes des ailes pour reconnaître les individus. À part en faisant ça, on n'est jamais sûr à 100%. Mais j'ai quand même bien l'impression qu'ils aiment revenir au même endroit. Après, je sais pas, il faudrait regarder des ornithologues qui ont étudié de plus près le martin-pêcheur. C'est un oiseau, on l'a compris, assez vif, rapide, hyperactif. L'affût flottant, c'est le meilleur moyen de le photographier pour vous? Ah oui, sans aucun doute. Le martin-pêcheur, il est dur à approcher. C'est un oiseau qu'on peut voir assez facilement de loin, mais qu'on va avoir du mal à approcher de près. Il voudra pas se laisser approcher. S'il nous voit approcher, il s'envole en faisant son petit cri plaintif là qu'on entend de loin. Puis il va aller se brancher plus loin. L'affût flottant, ça permet vraiment d'être incognito dans l'eau et je suis dans l'eau, donc du coup je représente pas forcément un danger pour lui. Il voit ce truc qui flotte et là il peut se laisser approcher vraiment près. Moi ça m'est arrivé d'être trop près des martins-pêcheurs et de reculer pour pouvoir le prendre en photo correctement avec l'affût flottant. Alors faut y aller doucement, faut avancer doucement dans l'eau, faut pas avancer en faisant des vagues. Faut y aller vraiment doucement, mais on arrive à faire des approches sur 30 ou 50 mètres sans le faire s'envoler, quoi. Donc ouais, c'est des conditions magiques. Il y a des moments de la journée où on a plus de chances de le croiser. Ouais, il chasse un peu toute la journée. Il commence à chasser tôt le matin avant que le soleil soit levé. Alors quand il fait jour, hein, mais quand il y a des ambiances vraiment magnifiques de brume, des tons l'or bleu, voilà, tout est bleuté, voilà, des petites vapeurs qui montent de l'eau. Là, il est déjà sorti, il commence à chasser. Et le soir, c'est pareil. Hein, moi, je le vois chasser jusqu'après le coucher du soleil, donc ça dure toute la journée. Vous avez photographié un martin-pêcheur qui venait d'attraper une grenouille. C'est fréquent? Alors, ça n'a pas l'air très fréquent. Je l'avais lu dans des bouquins qui pouvaient exceptionnellement manger des amphibiens. Et ce qui est rigolo, c'est que ça rejoint la question que vous m'avez posée à l'instant. Je ne sais pas si c'est le même individu ou pas, mais au même endroit, à 1 an d'intervalle, j'ai photographié un martin-pêcheur en train de manger une grenouille. Alors je ne sais pas si c'est un individu, parce que ça arrive, qui se spécialise dans un certain type de proie, et que celui-là, il aime bien les grenouilles dans le petit bras de l'étang, et qu'il vient chasser les grenouilles ici. Alors peut-être que moi, j'avais un amateur de cuisses de grenouilles. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec le martin-pêcheur? Ma première rencontre avec le martin-pêcheur, je ne m'en souviens pas. Par contre, je me souviens très bien de ma première belle rencontre avec un martin-pêcheur. J'étais en affût flottant et je guettais les castors et c'est un martin-pêcheur qui est venu se brancher sur un phragmite, un grand roseau, au coucher du soleil, juste devant mon affût. Et le roseau a plié comme ça sous le poids du martin qui tenait en équilibre et qui est resté, je sais pas, 3-4 minutes devant moi avec une lumière magnifique, les dernières lumières de la journée. C'est votre plus belle photo aussi, ou vous avez d'autres petites photos que vous aimez bien? Mes photos préférées de martin-pêcheur sont des martins que j'ai pris de relativement loin avec ces ambiances dont je parlais tout à l'heure de brume un peu envoûtante qui monte de la surface de l'eau. J'aime bien ces ambiances avec des tons un peu bleutés, la végétation qui pend au-dessus de l'eau et puis une lumière très très douce quand le soleil n'a encore pas fait son apparition, que tout est tamisé. Ça, c'est des ambiances que je préfère. Merci beaucoup Julien Arbé pour toutes ces précieuses informations sur le martin-pêcheur. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent voir vos sublimes photos, ils peuvent se rendre sur le site internet www.julienarbez. À noter que Arbez, ça s'écrit ARBEZ.fr. Merci Julien. Avec plaisir, merci.
C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.